Moulin, ça quel plaisir, j'ai lu tous les Tintins, salut tout le monde, je m'appelle William et il y a quelques mois je ne connaissais quasiment rien à Tintin. Donc moi j'ai grandi en France, hein, mais je m'étais un grand fan de BD en fait. Alors bon, je lisais avec plaisir les Kid Paddle, les Gaston Lagaffe, tout ça. Je lisais par défaut ces merdes de Titeuf. Putain, tout le monde m'offrait des Titeuf quand j'étais môme, bref, par contre je lisais pas Tintin. En plus, j'ai dû voir vite fait Tintin au Tibet quand j'avais 8 ans, mais ça s'arrête là. Toutes mes connaissances se limitent à ce que je pouvais glaner en regardant des YouTube Poop en 2012. Qui ça? Le Maharaja? Hein? Le Maharaja? Qui ça? Christophe Maé? Et plus récemment, les mêmes sur Tintin, qui sont très populaires. Coucou Honor Chibal de passage, merci beaucoup pour les 3 quarts. Alors bon, vous l'avez capté, hein, c'est le titre de ma vidéo, j'ai décidé de tout lire et de faire une vidéo. Bon, bref, j'ai mis la main sur l'intégrale il y a 2 mois, sans l'Alphar et au pays des soviets, que je lirai en PDF, et je me suis mis à lire à raison de 3-4 albums par jour. Après chaque lecture, je faisais un mini compte-rendu à la caméra. Et alors bon, au début, je comptais vous montrer ça en fait, mais au final, 3 à 5 minutes de compte-rendu chiant pour 24 albums, ça fait plus d'1 heure et demie. Et je vais pas vous infliger ça. Non, alors à la place, j'ai choisi de bosser un peu plus le truc, et du coup je vais vous faire d'abord un résumé jour par jour, et ensuite je ferai un résumé de ce que je pense de l'œuvre de Tintin en général. Ok? Alors bah du coup on commence maintenant avec le premier jour. Alors n'ayant pas mis la main sur Tintin en Amérique à temps, j'ai commencé avec Tintin au Congo, les cigares du pharaon et le lotus bleu dont la couverture est rouge, ce qui est complètement con. Bref, je connaissais la réputation de Tintin au Congo. C'est sûr que niveau racisme d'ailleurs il m'a pas déçu. Par contre, il m'a pas mal fait rire. Ça je m'y attendais pas, je pensais que ce serait vraiment trop vieux en fait. Mais en gros, bon bah, c'est une suite de gags assez décousus, mais c'est de l'humour parfois assez absurde qui me faisait rire, sans parler du racisme éhonté qui est à l'échelle de 11 sur l'échelle de Michel Leb. J'ai dit 2 fois échelle, bref, vous comprenez, c'était double couche de délire pour moi. Le racisme m'a fait rigoler, et les gags m'ont fait rigoler. Donc j'ai rigolé. Maintenant, pour ce qui est des cigares du pharaon et du lotus bleu, c'était les premiers avec une histoire un peu plus conséquente. Et pour faire simple, bon, l'humour me plaisait toujours autant, mais du côté de l'intrigue, c'était pas top, en fait. C'est pas qu'elle était inintéressante, même si bon, un peu quand même, mais c'est surtout que les scènes qui faisaient avancer l'intrigue étaient trop chargées en phylactère et en parlotte chiante. Ça, c'est un problème que j'ai de manière générale avec la bande dessinée, surtout la bande dessinée franco-belge. Mais bon, voilà, donc, et puis aussi je trouvais que le power level de Tintin il était chelou. En gros, parfois il se sort de situation en tabassant plein de mecs ultra balèzes, ce qui fait qu'il y a pas mal de moments où il est censé être en danger, mais on le ressent pas trop quoi. Bref, je suis pas le plus grand fan de la direction dans laquelle tout ça allait. La deuxième journée commençait très bien avec L'Oreille Cassée et L'Île Noire, ces 2 albums auxquels j'ai vraiment bien accroché. Alors je trouve la partie intrigue de ces albums plus intéressante et mieux intégrée que dans les précédents, donc en gros j'avais moins l'impression de devoir de temps en temps m'arrêter de kiffer pour lire des phylactères géantes d'histoire, ce qui rendait le rythme un peu plus fluide par rapport aux BD précédentes. En plus de ça, l'humour il était toujours Tintin qui va se faire fusiller, et au final il peut pas se faire fusiller, du coup il picole avec le chef et après il est complètement bourré et le gars lui dit allez maintenant c'est parti on va se faire fusiller, et Tintin il est en mode hey, on va se faire fusiller. Ensuite est venu le sceptre d'Ottokar. Bon alors je vais juste laisser le clip que j'ai enregistré au moment de la lecture parce qu'il résume bien la chose. S'il y a un truc que j'ai retenu de L'Île Noire, c'est que le Browning n'était pas chargé. Et s'il y a un truc que j'ai retenu du sceptre d'Ottokar, c'est que je me suis fait quand même relativement chier. Bon, c'est peut-être un peu méchant, mais en gros, le sceptre d'Ottokar, il était pas ouf, quoi. Heureusement, j'étais hypé par la suite. Et il n'y avait pas Haddock, mais qui je vois sur la couverture? Ce serait-il pas mon cher Capitaine Haddock? Bah oui, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de Captain Haddock. Alors que c'est lui le personnage le plus populaire de l'univers de Tintin. Et je me souviens que quand j'étais petit, clairement, c'était le personnage que je connaissais et que j'aimais bien. Et pour sa première aventure, j'étais pas déçu. Hein. J'ai vraiment bien aimé le crabe au prince d'or, what the fuck. J'ai vraiment bien aimé le crabe au pince d'or. Et il est drôle, il est rythmé, et grâce au capitaine, il est même un peu touchant. Au début, surtout, il m'a fait de la peine, le pauvre. Il est tout triste, il pue la merde, quoi. Après, il apprend qu'il y a du trafic d'opium sur son navire, du coup, il est encore plus triste, il pleure sa maman en buvant de l'alcool, mais il me fait de la peine, ce pauvre monsieur.
Jour 3, l'étoile mystérieuse qui m'avait un peu déçu, il faut bien le dire. Voilà, donc moi en fait j'aimais vraiment l'idée de base, hein, une astéroïde qui tombe dans l'eau et ça fait une île magique. Par contre il se passe pas grand chose d'intéressant avec ce prémisse, il y a des... Enfin ouais, c'est un peu décousu à la fin, c'est pas un album naze, mais il est pas ouf non plus. Contrairement aux deux albums suivants, Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge. J'ai beaucoup aimé ces deux tomes, avec l'apparition de Tryphon Tournesol en plus. Tous les albums en fait maintenant pouvaient faire feu de tout cylindre, en gros les moments histoire et les moments humour étaient tous les deux vraiment au top. Et il n'y a pas un aspect qui gênait l'autre en fait. Le Tintin fait beaucoup moins le zouave et le débile, puisque le bagage humoristique est relégué maintenant à suffisamment d'autres personnages comme les Dupont-Dupont, Haddock, Tryphon. Et ces deux albums, jusqu'à présent, c'était les deux plus plaisants à lire du début à la fin. Les 7 boules de cristal et le temple du soleil pour commencer cette 4e journée, deux des albums les plus connus de Tintin, et je vois pourquoi. On continue sur la lancée des deux précédents avec le gang au complet et une histoire prenante au début. Bon, à la fin, elle tombe un petit peu à plat, j'ai trouvé, voilà, donc il y a un mal mystérieux qui frappe des professeurs et l'explication c'est c'était magique MDR, bon. Mais je chipote, hein, puisque à part ça, rien à signaler, c'était vraiment très plaisant. Et d'ailleurs, j'avais terminé cette journée avec Tintin au pays de l'or noir. Donc non, c'était de la merde, j'ai pas aimé, voilà. Ouais, celui-là c'était une perte de qualité assez monstrueuse. L'histoire principale était sans grand intérêt, et pour la première fois les gags ne me faisaient pas rire. Enfin, ceux des Dupont si, mais le reste des gags était naze. Alors je place principalement le blâme sur Abdallah. Je déteste absolument l'archétype du gamin pourri gâté. Enfin, Abdallah c'est un trou du cul quoi. Le fils du roi. Où le roi est en mode oh oh oh, faites-lui plaisir, qui est le mec pourri gâté et tout ça, genre dans la vraie vie, c'est un violeur ce mec, hein, c'est pas un putain d'enfant rigolo. Ouais, alors après avoir traité Abdallah de violeur, je m'étais dit que je devrais peut-être faire une pause. Mine de rien, l'après-midi je lisais Tintin et le matin je montais ce que j'avais tourné la veille, donc je commençais à saturer un peu et j'avais peur que ça nuise à mes avis sur la BD. Ouais, bon, après au final, voilà, une pause de 2-3 jours s'est transformée en une pause plus longue. Mais bon, après 2 semaines et une coupe de cheveux maison, je m'y suis remis. 5e journée, 2 albums seulement pour cette journée de remise en selle, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. C'était une reprise un poil difficile, avec Objectif Lune qui est le plus gros coupable de phylactérite de tous les albums. Sérieusement, c'est pas super drôle et tout le début de l'album est un peu chiant et relou à lire. Mais l'intrigue est pas mal, et l'album se termine vraiment bien, avec une tension de dingue au moment du décollage de la fusée. Les passages avant le lancement de la fusée, ça dure je crois 2 pages, un truc du genre. Et on sent la tension, était en mode oh shit, ils vont sur la Lune, ils vont dans l'espace. Donc ça c'est plaisant. Donc j'ai juste surtout hâte de lire On a marché sur la Lune. Et On a marché sur la Lune ne m'a pas déçu après cette hype. Les gags sont pas les plus ouf, hein, clairement, mais c'était le premier album où j'avais vraiment l'impression que les persos étaient en danger à tout moment. Et c'était une impression qui était justifiée d'ailleurs, hein, puisque, spoiler, il y a des morts dans cet album. Alors cette gravité... Pardon. Cette gravité dans le traitement des péripéties couplée à mon attrait personnel pour les aventures dans l'espace font donc de On a marché sur la Lune un des meilleurs albums pour moi. 6e jour, j'ai commencé avec un petit twist. Désolé, je retourne complètement à la zob parce que j'ai perdu le fichier originel, donc c'est complètement en poste, voilà, mais en gros ce que je faisais pour cette journée, c'est que je commençais en ne lisant pas les aventures de Tintin et Milou, l'affaire Tournesol, mais en lisant de Tintin und Milou, l'affaire mit dem Tournesol. T'essayes Ketitschkal, t'essayes Elsassich. Bon, alors je suis pas si doué que ça en alsacien, donc j'ai quand même jeté des coups d'œil à ma version française de temps en temps, histoire d'être sûr que j'avais bien tout capté. Et je dois dire que l'album est solidement dans le milieu du lot. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur, j'ai pas grand chose à dire, à part qu'en alsacien, c'est quand même très rigolo de voir Tintin s'exclamer « Yes !» Album suivant. Alors, coq en stock, il est inégal au possible. Le début ne présageait rien de bon avec le retour de ce gros fils de pute d'Abdallah. Début chiant à part, l'histoire est devenue intéressante une fois que Tintin, Haddock et Jean-Marie Le Pen jeune se retrouvent en mer et doivent gérer le problème des esclaves. Ce tournant d'histoire était bien cool, hein. Ça parle pas de cocaïne mais ça parle d'esclaves, mais là où le racisme rendait Tintin au Congo marrant, quand il pointe son nez ici dans une intrigue plus sérieuse, ça le fait pas trop et ça a un petit peu dévalué le bousin, quoi. Et cette journée se terminait avec Tintin au Tibet, un très bon album, hein, qui suit un schéma similaire à On a marché sur la Lune. Donc Tintin est en milieu hostile et doit survivre tout en essayant de sauver son petit ami de Chang, qui se piautait avec Bernard Tapie. Bref, bon album, il est pas ultra drôle, mais il compense en étant prenant.
7ème journée de lecture qui commençait avec les bijoux de la Castafiore, qui était, il faut le dire, un peu naze. Hein. Alors, je mets ça sur le dos de cette connasse de Castafiore, elle est clairement pas aussi chiante qu'Abdallah, mais elle est chiante quand même. Et pour ce qui est de l'intrigue, même si j'avais compris immédiatement qui était le vrai voleur des bijoux, parce que je suis un adulte, je pense qu'enfant, j'aurais beaucoup apprécié. J'ai continué avec Vol 714, que j'ai beaucoup aimé, mine de rien. C'est clair que j'ai une préférence pour les albums axés aventure, et l'aventure ici ne m'a pas déçu en fait. Et alors je peux pas ne pas parler de la fin, les extraterrestres qui sauvent tout le monde et leur effacent la mémoire. Perso ça m'a pas dérangé, je comprends que ça peut déranger, moi j'ai trouvé que c'était même un petit peu mieux que C'était Magique LOL du Temple du Soleil. Donc un album pouce bleu vers le haut pour moi. Et enfin le dernier album de Tintin, l'Oméga, Tintin et les Picaros. Alors c'était étrange de terminer sur un album tellement banal entre guillemets. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, il est bien foutu, il est intéressant. C'est le dernier mais c'est pas une fin en fait, y a pas de clôture à l'histoire. C'est simplement un album de Tintin qui représente parfaitement pour moi l'essence de la série. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire dessus. 8ème et dernier jour, et j'ai terminé avec 3 albums à part, Tintin au Congo 2, American Boogaloo, Tintin au pays des soviets, et Tintin, mais pas dessiné par Hergé. Alors j'avais entendu beaucoup de mal de Tintin en Amérique, et je dois dire que ça se justifie. C'est le même format que Tintin au Congo, mais avec des blagues en moins et rien en plus. En gros, il y a vraiment 2 moments qui sont très bons dans l'album, je trouve, mais tout le reste est chiant en fait. Mais le gag où Tintin il fait jaillir du pétrole, que les investisseurs viennent en mode c'est bon, il y a du pétrole, ok, voilà, je vous offre 10 000 $, 25 000 $, 50 000 $. Tintin il dit ah non, mais c'est pas ma propriété, c'est la propriété des Indiens. Et le mec ils font ah d'accord, ils vont voir des Indiens et il dit tiens, voilà 25 $, maintenant tu te dégages, tu te casses. Et puis après il les chasse avec tes fusils. Tintin au pays des soviets, les toutes premières aventures de Tintin qui ne sont pas dans le canon des autres albums, c'est un peu comme les albums glam de Pantera, hein, on considère que c'est pas le vrai début de la série en fait. Et je comprends pourquoi. C'est de la merde, c'est assez moche, ça se lit plus comme de la propagande que comme de la bande dessinée, ça a d'ailleurs je pense été écrit comme ça, bref bon au final je vais même pas m'attarder dessus, il y a une raison pour laquelle Hergé qualifie le contenu de cet album d'erreur de jeunesse. Et enfin Tintin et l'Alphard, album inachevé à la mort d'Hergé, apparemment celui-ci ne voulait pas que quelqu'un d'autre le termine, mais quelqu'un d'autre l'a terminé quand même. Autant dans les dessins que dans l'histoire, on sent le côté, je suis désolé, j'ai pas d'autres termes, fanfiction du truc, ça ressemble presque à du Tintin, il y a les personnages de Tintin, mais ça se lit pas comme du Tintin. Je sais pas trop comment exprimer ça en fait, mais en gros on sent que c'est des Nike mais vendus à la sauvette au pied de la tour Eiffel, tu vois. Voilà, bref, tout ça pour dire que c'était pas ouf, et que j'ai terminé de lire, a priori, les 24 albums de Tintin. Mes hommages, madame, je suis gentil. Ah, il est l'heure pour moi maintenant de parler de l'œuvre dans sa globalité. Je vais commencer par parler des dessins, sujet que j'ai volontairement pas abordé quand je parlais de chaque album individuellement, et je vais d'ailleurs séparer cette section dessin, cette section graphique, en 2 aspects, le trait, c'est-à-dire comment les machins sont dessinés et coloriés, et la composition, c'est-à-dire comment c'est foutu ensemble. Alors déjà le trait. Comme on peut s'y attendre, les dessins s'améliorent avec le temps. À part au pays des soviets, on retrouve toujours les mêmes bases, juste plus propres et détaillées dans les albums plus récents. À ce propos, je ne sais pas à quel point mes rééditions, j'ai des éditions de 1980, apparemment la couleur a été corrigée sur pas mal de ces rééditions, je sais pas trop, je peux pas vous dire. Voilà, moi j'ai lu les albums des années 80. En tout cas, perso, moi je mettrais un 6 sur 10 au dessin. Donc c'est pas nul, hein, c'est pas en dessous de 5, mais c'est pas fantastique et je trouve pas ça ultra beau généralement, donc c'est pas genre du 7 ou du 8. Bref. Le design des personnages, quant à lui, est globalement bon. Hein. Alors Tintin souffre du syndrome du protagoniste, vous le savez, hein, c'est quand le protagoniste, le personnage principal, a le design le plus lisse et le moins intéressant. Mais les autres designs sont iconiques et vont à merveille aux différents personnages. Et on les reconnaît tous, et leur dégaine correspond bien à leur personnalité. Quand vient la compo, c'est là que le bas blesse pour moi en fait. Dans une bande dessinée, moi je suis pas fan des phylactères géantes, hein, je l'ai dit avant. Les phylactères géantes qui ne laissent d'ailleurs pas de place pour autre chose que les têtes des persos ou autre truc inintéressant. C'est une bande dessinée et je veux voir des dessins et de l'action, merde. Alors je sais ce que vous allez me dire, William, sombre trou du cul, tu as un QI de 60, et vous avez sans doute raison. Toujours est-il que lire beaucoup de prose en colonnes bien alignées sur une page blanche, c'est confortable, et lire beaucoup de textes en police d'écriture BD dans une bulle, c'est maladroit.
Bon bref, vous avez compris, hein, dans la BD, moi préféré comment pas devoir lire Bokumo parce que Bokumo tue jolie image. Autre point faible graphique d'ailleurs, tant qu'on y est, c'est la monotonie de la composition. En gros, c'est quasiment toujours les mêmes valeurs de plan, hein. C'est relativement éloigné et à niveau, ou en légère plongée ou contre-plongée. Il n'y a jamais de gros plans détaillés sur des visages ou autres détails de l'environnement. Quasiment jamais de pages pleines ou de grosses cases qui laissent apparaître un lieu ou une action en toute sa splendeur. C'est juste souvent plat, rigide et petit. Du coup, je donne un big up à la lisibilité des actions, par contre, hein, on comprend toujours ce qui se passe, mais un gros pouce vers le bas pour le style général. Je trouvais que c'était pas vraiment dynamique, assez plat, assez monotone, et c'est dommage. Bon, pour conclure sur le dessin, je suis loin de m'y connaître, hein, et clairement, c'est pas Jojo, mais c'est pas mauvais, hein, et il faut bien avouer que les designs d'Hergé sont devenus iconiques et sont aujourd'hui reconnus par des millions de personnes nées après la mort du bonhomme. Rien que pour ça, chapeau bas. Par contre, effectivement, à 2-3 moments de la bande dessinée près, je pense pas que c'est le genre de BD où on peut juste prendre une case cool et puis en faire un tapisserie, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et en dehors de dessin, il y a évidemment l'univers et les scénarios. Là-dessus, je pense que vous avez compris que je préfère les tomes axés sur l'aventure en milieu hostile plutôt que les tomes axés enquête ou humour, on va dire. En tout cas, j'ai globalement plus kiffé que ce que j'imaginais avant de commencer, hein, étant donné que je savais que j'aime pas vraiment la bande dessinée franco-belge du XXe siècle. Mais une fois que Haddock et Tournesol arrivent dans l'univers, la formule se stabilise. En règle générale, les histoires sont plutôt bien foutues. Je l'avais déjà un peu parlé, hein, il y a un équilibre qui se fait entre les moments humour, les moments histoire, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, un autre point positif par rapport à cette formule, c'est qu'elle n'est pas rigide au point d'être restrictive et d'introduire une monotonie. Oui, Dupont sont cons et Tournesol est sourd dans tous les albums, c'est sûr, mais on peut terminer une histoire de survie dans l'espace et enchaîner avec une enquête plus légère sur Terre. En gros, il y a de la diversité de lieux et d'événements. Alors forcément, ça veut dire qu'il y a des albums que j'ai moins aimés que d'autres, mais je préfère ça que la même chose à chaque album. Parce que j'ai de la chatte. Et maintenant, j'aimerais aborder l'aspect méta, les sujets qui gravitent autour de l'œuvre. Et je vais commencer vite fait par, vous le savez, le côté problématique de l'œuvre. J'avais déjà vite fait un peu parler de ça avant, alors bon, le terrain est miné, mais je peux pas ne pas en parler, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui revient souvent quand on parle de Tintin. C'est raciste, il n'y a pas qu'au Congo d'ailleurs, même si c'est le pire, il y a du racisme latent un peu partout dès qu'il s'agit d'autre chose que des blancs. C'est pas omniprésent, hein, très loin de là, mais c'est présent quand même. Je ne crois pas que c'était pas raciste à l'époque. Hein. Une chose est claire, ce qui est raciste, l'était et le sera. Que le racisme soit accepté et courant dans toute autre chose. Et clairement, le racisme de Tintin est, heureusement, plus reçu de la même manière aujourd'hui qu'à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous choque et on en parle. Alors mon avis là-dessus, juste en tant que je veux juste lire les histoires de Tintin, j'en ai surtout rigolé. Et dans la plupart des cas, je l'ai même ignoré tout simplement. Alors si une œuvre sortait aujourd'hui comme ça, mon discours serait différent. Mais Tintin, ça date. Et moi, je ne suis pas pour modifier des œuvres déjà existantes. Pour moi, le racisme de l'époque ne doit pas être caché, il doit être conservé, comme le reste de l'époque. Par exemple, les premiers Tom et Jerry n'ont pas été censurés et modifiés avant d'être mis en vente, ils sont simplement maintenant précédés d'un message les recontextualisant. Je pense que ce genre d'approche est plutôt bonne. Et si un jour mes enfants voudront lire les Tintins, j'y aurai pas d'objection, étant donné que je pense pas que mes enfants seront des gros racistes, et je ne pense pas que c'est Tintin qui va les radicaliser. C'est triste que ces bandes dessinées aient participé à la diffusion d'idéologies dégueulasses à l'époque de leur sortie, mais elles n'étaient qu'une pièce d'un vaste puzzle culturel, et dans le paysage actuel, je trouve le racisme des Tintins relativement inoffensif, pas dans le sens où ce n'est pas offensant parce que ça l'est, mais dans le sens où ce n'est plus dangereux. En gros, si ton daron est raciste, c'est certes la faute aux personnalités publiques et politiques qui lui assurent que les noirs sont le fléau de l'humanité, mais c'est aussi parce que dans les bandes dessinées qu'il lisait et les dessins animés qu'il regardait, les noirs étaient représentés d'une certaine façon, ce qui a renforcé certaines vérités générales dans son cerveau. En gros, si dans toutes les œuvres qu'il consommait, les noirs étaient des cons un peu rigolos et aux ordres des blancs, ça aura un impact. Vous savez de quoi je parle, on en parle encore aujourd'hui d'ailleurs, il s'agit tout simplement de représentation dans les médias, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant, et la représentation problématique, voire la non-représentation, on dira alors invisibilisation, d'une ethnie, d'un genre, d'une sexualité, d'une classe, n'importe quoi, c'est quelque chose de pernicieux quand c'est présent dans le fond, quand ça fait partie du décor culturel de notre vie, quand personne ne remet ses vérités acceptées en cause. Hors de ce schéma, quand on sait que la représentation est mauvaise d'entrée de jeu, j'ai envie de dire que sa lame est émoussée, il n'y a plus vraiment de danger en fait. Un public averti et éduqué ne risque pas grand chose à être exposé au racisme de Tintin au Congo, c'est ça que je pense.
Donc je trouve que cet aspect de l'œuvre n'est plus dangereux aujourd'hui, il est en tout cas intéressant à étudier. Enfin bon, sur cette partie, vous me voyez, moi je suis plutôt éjaculat Yeti sur neige que toast cramé sur lambris, donc si vous, de votre côté, vous trouvez le racisme dans Tintin trop gênant ou offensant, bah je comprends. Ce serait d'ailleurs complètement idiot de ma part, ou de la part de n'importe qui, de penser du mal de quelqu'un qui n'a pas envie de lire de bande dessinée avec ce genre de conneries dedans. Et dernier point de turbo-gauchiste, et après je vous jure on arrête, à part la Castafiore et une ou deux greluches dans le fond, y a pas de gonzesse dans Tintin. Alors sans reparler de l'importance de la représentation, je trouve juste tout simplement que c'est d'ailleurs, enfin c'est assez con de pas avoir de nana dans la bande dessinée. Alors c'est sûr, hein, le gros point fort c'est qu'il n'y a pas d'archétype de merde, genre femme trophée qui est sauvée par Tintin et qui le turlute après chaque aventure. Mais bon, c'est facile de pas perdre au jeu quand on joue pas. Je quitte pas tout à fait la sphère culturelle pour cette dernière partie, puisque j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit au début. Avant de tout lire, je ne connaissais Tintin que par les YouTube poop et les mèmes, et je suis prêt à parier que j'étais pas le seul. Alors j'ai pas les moyens de mener une vraie étude sur la place de l'univers de Tintin dans l'espace culturel francophone. Si c'est votre sujet de thèse par contre, contactez-moi, ça m'intéresse, je déconne pas. Et donc pour le moment, je ne peux qu'exprimer une hypothèse. Elle est la suivante. L'univers de Tintin est aujourd'hui connu et apprécié principalement pour sa présence dans les œuvres de citation, des détournements, en gros des mèmes. De nouveau mini parenthèse, au passage pour vous dire que les mèmes dans la culture c'est beaucoup plus que quelques blagues, et si vous voulez creuser le sujet, je vous renvoie vers une vidéo super bien foutue de Maudit, le lien est dans la description. Ce statut d'œuvre connue au travers des mèmes n'est pas anodin parce que je pense sincèrement que la version la plus populaire de Tintin est justement la version populaire, celle qui a été appropriée par le peuple. J'argumenterai que Tintin et ses congénères n'appartiennent plus à Moulinsart en fait. Légalement c'est peut-être le cas, d'accord, mais la présence de Tintin dans le paysage culturel des jeunes francophones ne repose pas sur la lecture des histoires canoniques de Tintin, mais bien sur la création et le partage d'œuvres faites par des madame et monsieur tout le monde, et ça, c'est quelque chose de beau, et surtout, Moulinsart, ça les fait chier, hein. L'entreprise a déjà fait fermer des fansites à la gâchette facile niveau procès, et de même le patron prévoit d'empêcher l'œuvre d'entrer dans le domaine public. Savoir que Tintin peut continuer de vivre dans les mains de nos talentueux mémeurs, malgré l'opposition de Moulinsart, c'est super intéressant. Y a pas grand chose de possible à faire pour empêcher le peuple d'utiliser Tintin dans leur mème, et même si c'était possible, ça reviendrait à tuer Tintin. Sa présence dans l'imaginaire collectif diminuerait énormément. Mine de rien, tout ça, c'est quelque chose qui nous amène vers une question, à qui appartient une œuvre? Et pour moi, tout ça, en fait, ça nous donne une piste de réponse qu'une œuvre n'appartient pas entièrement à son auteur. Voilà, donc pour moi, en fait, une œuvre qui n'appartiendrait qu'à son auteur, en fait, ce serait une œuvre qui n'aurait pas de public. Et un artiste ne peut alors pas montrer une œuvre au monde, il est obligé de partager une œuvre avec le monde. C'est beau, putain. C'est beau putain. Bon, alors le sujet est super intéressant, mais cette vidéo se focalise sur Tintin et je crois qu'il est temps pour moi de conclure. Vous l'aurez compris, hein, j'ai pas lu tous les Tintins pour lire des vieilles BD d'aventure, je les ai lus parce que j'étais curieux d'en savoir plus sur l'œuvre utilisée dans les mèmes que j'aime bien. À ce sujet, je comprends d'ailleurs pourquoi Tintin s'est retrouvé à être utilisé dans tellement de ses créations. Alors de part, les dessins animés et les bandes dessinées Tintin étaient présents dans le paysage culturel infantile des adultes d'aujourd'hui, certes, mais surtout les histoires regorgent de situations absurdes comme de moments plus graves et sérieux. Ce sont des ingrédients parfaits en fait pour faire des détournements. Et quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, au début moi je savais pas trop la direction qu'elle prendrait, hein. Je pensais que voilà, je donnerais mon avis sur toutes les BD et je terminerais avec un avis du genre j'ai lu les Tintins et c'était bien ou j'ai lu les Tintins et c'était naze. Mais au final, mon avis sur la BD, même moi je m'en branle. Genre c'est cool, ok, Tintin oui c'était sympa, voilà. Mais ma conclusion de cette vidéo, c'est Tintin est à nous, et on rigole bien avec. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, putain, c'était compliqué à tourner, enfin bon bref, mettez un pouce pour me dire si vous l'avez kiffé ou pas, partagez-la avec quelqu'un si vous pensez que quelqu'un d'autre kiffera cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire? Abonnez-vous aussi, hein. Je vais pas forcément rentrer dans le YouTube Game, mais je vais faire d'autres vidéos. D'ailleurs, les autres vidéos qui sont sur cette chaîne en ce moment, c'est un peu le festival du malaise, mais je les laisse en ligne parce que je les trouve toujours un peu rigolotes, mais si je continue de faire des vidéos, ce sera sans doute des trucs plus comme ça, parce que c'est ce qui me plaît le plus à ce propos d'ailleurs. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous kifferiez comme sujet, comme série, comme je sais pas quoi, quel truc que je pourrais traiter, quoi. Voilà. Sinon, je stream parfois sur Twitch, tout ça, bon, lien dans la description, vous savez, hein, donc vous pouvez venir discutailler un petit peu sur Twitch, et puis merci d'avoir regardé, et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.